Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle soirée Un endroit où aller, où ce soir c'est une soirée spéciale apéro polar avec les éditions Pocket. Pour l'occasion, j'ai la joie de recevoir dans le désordre Vincent Ortiz pour son livre qui s'appelle Pour un seul refuge, Hervé Comer pour Sof et Henri Lovenbroek pour Le loup des Cordeliers. Et nous avons la présence, vous la voyez en bas, d'Angélique Joyot qui est éditrice aux éditions Pocket. Ce soir, nous avons aussi 3 librairies partenaires. Nous avons la librairie Irigoyen à Bayonne, la librairie Un Petit Noir à Lyon et la librairie Dialogue à Brest. On salue nos 2 partenaires lecteur.com et la Fédération française de l'apéritif. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais laisser la parole à Angélique. Bonsoir à tous. Je suis ravie de me trouver parmi vous ce soir, et ce d'autant plus que, en ce qui me concerne, c'est mon tout premier apéro polar. Donc, c'est mon baptême du feu en votre compagnie, puisque je suis fraîchement arrivée chez Pocket en remplacement de Camille Racine, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Nous sommes donc ce soir chaleureusement hébergés par Un endroit où aller, que je voulais vraiment remercier. Angélique, avant de te couper, est-ce que tu peux remettre ton casque parce qu'on ne t'entend pas très bien? Excuse-moi. Ah, et là, est-ce que ça va? C'est mieux. Là, c'est mieux. Voilà. Donc, oui, nous sommes hébergés sur la plateforme de rencontres littéraires en ligne, Un endroit où aller. Et voilà, je voulais vraiment remercier Frédéric et Nathalie qui nous hébergent ce soir, puisque ce lieu, pour être dématérialisé, n'en est pas moins essentiel par les temps qui courent, puisqu'il permet tout simplement aux auteurs, aux libraires, aux lecteurs de continuer à se retrouver, à échanger, à discuter autour des livres. Il permet aussi, certes, de contourner les contraintes sanitaires qui nous sont imposées et aussi les contraintes géographiques, puisque ce soir, nous avons la chance de pouvoir être suivis par à la fois nos lecteurs les plus fidèles, ceux qui connaissent les apéros polars depuis le début et que nous rencontrions à Paris, mais aussi par les lecteurs qui soit n'avaient pas l'occasion de venir ou ne pouvaient pas venir tout simplement à cause de l'éloignement géographique. Donc voilà, je suis ravie et je salue tous nos lecteurs parisiens et non parisiens. Je salue également nos 3 libraires partenaires, donc effectivement la librairie Irigoyen, Un Petit Noir et Dialogue. Et surtout, enfin, un grand salut à nos 3 auteurs qui nous ont fait l'immense plaisir d'accepter cette invitation. Et du coup, je repasse la parole à Nathalie pour entrer dans le vif du sujet. Donc, bonsoir messieurs, j'espère que vous êtes bien installés. Je vais montrer d'abord vos livres. Le voilà, alors on va commencer par Henri Lovenbroek, c'est Le loup des Cordeliers. On va passer à une nouvelle voie du polar, parce que c'est un petit novice, Vincent Ortiz, parce que tout le monde connaît, donc c'est pour Seul Refuge. Et Hervé Comer pour Sof. Voilà. Donc, messieurs, avant de rentrer dans le vif du sujet de vos livres, alors je voulais d'abord dire qu'on ne dévoilera rien, donc nos lecteurs n'auront pas... Voilà. Ça sera comme ça. J'ai envie de vous demander, alors vous allez prendre la parole, vous allez vous arranger, vous ne vous battez surtout pas. J'ai envie de vous demander pourquoi vous avez choisi d'écrire du roman noir plutôt que de la blanche. Je vais répondre. Hervé. Bonsoir. Moi, j'ai pas choisi. Je n'ai pas choisi et ça veut dire que je n'écrirai pas que du polar. Voilà. Moi, j'ai le sentiment de raconter des histoires. Et donc, il se trouve que pour l'instant, ces histoires-là, on les trouve au rayon polar, mais ça n'a rien de définitif. Voilà. J'ai à peu près la même réponse qu'Hervé. Hein. D'ailleurs, j'ai écrit 20 romans et c'est pas 20 polars. J'ai fait plein de choses différentes, du fantastique, de la littérature générale, du polar historique, voilà. Et d'ailleurs, je ne sais pas si Hervé est comme moi, mais je me pose même pas la question en réalité. C'est-à-dire que quand j'ai l'idée d'un livre, je me demande pas si c'est un polar ou pas, quoi. Je me pose pas la question en termes de genre quand l'idée d'un roman me vient. Ce qui est sûr, c'est que j'appartiens à une génération pour qui la littérature de genre a cessé de devenir un sous-genre.
on a commencé, quand j'étais ado, c'était encore un peu difficile, c'était encore un petit peu mal vu de lire de la littérature de genre, mais c'était la fin. Et puis aujourd'hui, c'est totalement fini. Les profs, les documentalistes dans les CDI disent aux gamins de lire ce qu'ils veulent absolument, quel que soit le genre auquel appartient le bouquin. Et du coup, j'ai pas cette impression voilà, d'écrire dans un genre particulier. J'écris dans tous les genres et c'est un plaisir. Le polar, pour moi, est une littérature aussi noble que toutes les autres. Vincent? Moi, je dirais un peu la même chose. Je dirais, en définitive, c'est juste une envie de raconter des histoires. Donc, à un moment donné, on a envie de passer par le polar. Si on est dans une période, par exemple, comme moi, par exemple, j'adore les jeux de société. Bon, le côté énigme peut être plaisant. Mais après, ce que l'on appelle aussi la littérature blanche, bien entendu, j'en ai écrit parce que, je veux dire, quelquefois, ça ne se prête pas au thriller. C'est plus une introspection, des choses comme cela. Voilà, donc en fin de compte, le choix, il se fait par rapport au personnage, tout ça, mais enfin, c'est pas se spécialiser vraiment dans un genre, je trouve que c'est un petit peu quand même se couper de ses aspirations et de certains lecteurs, bien sûr. Et moi, j'ai une petite anecdote à ce propos. J'ai à plusieurs reprises entamé l'écriture d'un nouveau roman en me disant, là, je fais un polar polar, quoi. Parce qu'on m'a à plusieurs reprises dit oui, c'est un polar, mais pas seulement, pas vraiment. Enfin, on m'a dit ça souvent. Et donc, plusieurs fois, au moins 2 ou 3 fois, je me suis dit, là, le prochain roman que j'écris, il n'y aura pas de doute. Et il se trouve qu'à chaque fois que j'ai fait ça, on m'a dit, une fois le roman sorti, alors ça y est, tu fais plus du tout de polar. Ça m'est arrivé à chaque fois. Donc, voilà, la question, j'ai l'impression qu'il ne vaudrait pas se la poser. Et est-ce que pour vous, dans un polar, il faut vraiment qu'il y ait un crime, du sang et quelque chose de terrible, ou pas du tout? Alors, un crime, c'est quand même préférable, hein. Oui. C'est-à-dire que sinon, l'enquêteur va un peu s'emmerder s'il n'y a pas grand-chose. Mais bon, après, du sang et de la violence, pas forcément, non. Ce qui est sûr, c'est que on a tendance à différencier un peu le polar du thriller. Et pour simplifier les choses, on va dire, l'idée, en gros, c'est que dans un polar, le héros est plutôt l'enquêteur, alors que dans un thriller, le héros est plutôt la victime. Ce qui fait que souvent les thrillers sont un peu plus violents que les polars parce qu'on se place plutôt du côté de la victime, etc. Mais il y a, voilà, le côté violent me semble pas obligatoire. Il y a des gens qui font ça très très bien, mais c'est pas pour ça qu'il y en a absolument besoin. Ce qui est essentiel, je pense, c'est le contrat ludique qu'on passe avec le lecteur. C'est-à-dire que, en gros, on tourne quand même, et ça va faire plaisir à Vincent, on tourne autour de l'idée d'énigme. C'est-à-dire que le jeu, c'est de poser une énigme à notre lecteur et qu'il ne puisse pas la trouver avant la fin du livre et que ce soit le héros qui la trouve avant lui, quoi. Voilà, c'est plus ça, à mon avis, qui définit le polar. Ouais. Et alors, pensez-vous que justement écrire un polar, il y a plus de liberté par rapport au langage, ça permet de dépasser certains tabous, de transgresser des règles? Est-ce que vous pensez ça vraiment ou pas? Moi, je crois pas. Moi, je crois pas que ce soit propre au polar. Franchement, là, l'auteur qui me vient, là, c'est Philippe Janada. Philippe Janada, il est libre. Il écrit ce qu'il veut, quoi. Et pourtant, c'est pas des polars. Mais il a une liberté avec le langage et avec la narration, avec la façon qu'il a de raconter les histoires. Ouais, c'est... Non, moi, je pense pas que le polar permette plus de choses Non, il peut peut-être exploiter des choses qui sont moins exploitées en littérature, ce qu'on appelle la littérature générale, littérature blanche. Mais après, la liberté, normalement, un auteur, logiquement, il est libre. Après, est-ce qu'il est en adéquation avec ses lecteurs, avec l'éditeur ou quoi? Mais logiquement, il est libre. Après, c'est une autre. Est-ce qu'il va s'auto-censurer ou pas? Ça, c'est un autre débat. Mais en théorie, il est libre. Après, moi, c'est vrai que, par exemple, pour chaque roman, j'ai toujours une langue qui s'impose à moi. C'est particulièrement vrai dans les romans historiques, évidemment, où forcément, je m'amuse à non pas écrire à la manière du 19e siècle, parce que ça pourrait être ridicule et ringard, mais j'essaye toujours d'utiliser une langue qui va évoquer quand même le roman feuilleton du 19e, par exemple dans Le Loup des Cordeliers. La seule fois où je me suis senti un petit peu
obligé, on va dire, c'est plutôt dans la fantasy. Mes premiers romans, c'était de l'heroic fantasy. Et là, il y a des codes, réellement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire le guerrier, ça avant ça, et il s'allume à une clope avant de dire des gros mots, quoi. Là, non, c'est pas possible. C'est sûr qu'en fantasy, il y a vraiment un code, mais qui fait partie du jeu. C'est-à-dire que, comme toujours, quand on a des règles, ce qui est drôle, c'est de s'amuser avec, quoi. Alors, vous, Henri, vous êtes sur un polar historique, donc c'est particulier par rapport aux deux autres romans. Comment on décide d'aller dans le roman historique? C'est par passion parce que vous aimez l'histoire ou pas du tout, ça s'est fait comme ça? Non, c'est parce que je suis beaucoup plus vieux que Vincent et Hervé, c'est pour ça. Non, pas du tout. En plus, j'étais pas particulièrement passionné par l'histoire quand j'étais étudiant, hein. J'étais plutôt littéraire et angliciste. La passion pour l'histoire m'est venue par la littérature, en réalité. Par le biais d'auteurs comme Pérez Reverte ou comme Umberto Eco, qui sont des auteurs, voilà, que je vénère et qui m'ont amené vers le roman historique. Mais pas de passion particulière. Après, je découvre le plaisir de travailler mes romans historiques et donc de me documenter sur l'histoire, et j'y prends beaucoup de plaisir, bien plus de plaisir que ce que j'avais quand j'étais étudiant à étudier l'histoire. Et c'est ce que j'essaye de retransmettre dans mes romans, c'est-à-dire peut-être de montrer à des lecteurs plus jeunes que moi que l'histoire, ça peut être fun, quoi. Ça peut être passionnant, et surtout, ça peut être un super moyen de réfléchir sur notre actualité, sur notre présent, et voilà. Vous le faites très bien parce que ça nous refait un petit balayage de la Révolution française qui est assez extra, je trouve. Et vous Alors, avez c'est une... beaucoup de boulot, hein, parce que comme j'étais un cancre, il a fallu que je rattrape tout ce que je n'ai pas étudié quand j'étais gamin, et du coup, énormément de travail. J'ai lu près de 200 livres sur la Révolution avant de pouvoir écrire Le Loup des Cordeliers. Ah oui, quand même. Ouais. Donc, en temps, ça représente combien de temps de travail? Le premier tome, c'était très très long parce que toute la documentation qui me sert pour toute la série, elle se fait au début. Donc le premier tome, on va dire qu'il y a 3 ans de documentation. Et ensuite, c'est rentabilisé parce que cette documentation, elle me sert pour toute la série. Mais c'était bien plus ardu encore pour L'Apothicaire, qui est un autre polar historique que j'ai écrit qui se passe au XIVe siècle, où là, ça a été encore plus de doc, parce que le XIVe siècle est beaucoup moins documenté que la Révolution française. Il y a très peu de périodes historiques dans l'histoire de France où on ait autant de documentation que la Révolution française. Il y a des tonnes, il y a, par exemple, 30 000 pamphlets de la Révolution qui ont été numérisés par une université américaine. Enfin, on a des sources d'informations extraordinaires. Le 14e, c'était plus compliqué. Ça, j'imagine. Et vous, Hervé, comment avez-vous travaillé? Parce que alors, vous nous emmenez de Montreuil à la Norvège. Alors, c'est assez vaste. Comment vous avez travaillé, vous? J'ai beaucoup travaillé déjà. Ça, j'en doute pas. Premier élément de réponse. Pourquoi Montreuil? Parce que j'y vivais à l'époque. Et en fait, c'est le cas de plusieurs de mes romans dont l'action se déroule à l'endroit où je vivais quand je les ai écrits, quoi. Donc voilà, j'habitais à Montreuil à ce moment-là. La Norvège, voilà, parce qu'il me fallait un pays lointain que je ne connais pas. Donc, je l'imagine tel que je l'ai décrit. On m'a dit depuis d'ailleurs, ça se voit que vous y êtes allé parce qu'on s'y croirait. Bon, donc tant mieux. J'ai juste décrit une très très grande forêt. Et me concernant, moi, j'ai pas eu de documentation. J'ai pas de documentation pour cette histoire-là. J'ai pris une nouvelle option quand j'ai écrit ce roman-là, c'est que je me suis posé une question au départ, la même que se pose le héros, et j'ai construit l'histoire autour. Voilà, c'est-à-dire que le narrateur voit débarquer dans son dépôt-vente un album photo qui ne contient que des photos de lui. Pourtant, cet album, il ne devrait plus exister, puisque quand il avait 6 ans, la maison de ses parents a brûlé et rien n'a subsisté. Donc cet album photo, d'où il sort? Et en fait, cette question-là, je me la suis posée moi-même. Je me rappelle encore comment. J'étais dans un train et j'ai écrit cette intrigue et ça m'a accroché. Voilà, c'est marrant de raconter ça, mais j'ai eu envie de savoir ce qui s'était passé, quoi. Et donc j'ai écrit le roman. J'ai écrit le roman qu'elle est derrière. J'ai trouvé toutes les réponses. Et pour trouver toutes ces réponses, là, j'ai mis 1 an peut-être. J'ai mis 1 an à y penser tout le temps, quoi. Enfin, bon, c'était un peu tortueux, mais puis au final, ça donne ce roman.
Oui, le rendu est assez remarquable. Vincent, lui, il nous amène dans le Montana. Alors, j'imagine qu'il y a aussi des recherches par rapport aux animaux, parce qu'on va être confronté à des ours, on va être confronté au temps, à l'immensité, et puis tout l'aspect juridique. Comment vous avez travaillé, vous, Vincent? Beaucoup de documentation, effectivement. Le Montana, j'y suis allé, bien entendu. J'y suis peu resté, hein, mais ça m'a de suite inspiré, hein, parce que c'est un État qui est grand comme l'Italie, avec une population d'1 million d'habitants. 1 million d'habitants, c'est plus petit, il y a moins d'habitants que dans les Alpes-Maritimes, là où je réside. Donc, c'est très inspirant, mais par contre, après, Ça sur les... s'entend pas. Ça s'entend pas du tout que tu viens des Alpes-Maritimes, ça s'entend pas du tout. Je croyais que tu venais du Montana, moi, tu vois. Non, je travaille ma diction. Tu sais qu'il va y avoir une loi là, hein, sur les. Oui, On n'a plus le droit de se moquer La des enfants, hein. discrimination, ouais, pardon. Discrimination. Il y a une loi là, hein. Je vais te l'envoyer. D'accord. Alors, donc, je disais, donc, je me suis surtout beaucoup documenté sur les Indiens, sur les ouais. tribus, sur les Crows, les Sioux, les différences qu'il y avait, parce qu'en fin de compte, dans le Montana, ce sont les plaines sacrées des Indiens. Et donc là, il a fallu beaucoup chercher une documentation. Et le fait est qu'en France, par contre, on a peu de documents là-dessus. C'est beaucoup aux États-Unis, bien entendu, c'est courant puisque c'est leur pays. Mais en France, par contre, il a fallu vraiment beaucoup chercher, hein, pour avoir des informations qui se recoupent, je dirais, parce que sinon, chacun écrit un petit peu ce qu'il a envie, hein, côté romancé ou pas. Et donc là, j'ai eu quelques difficultés, mais enfin, avec le temps, on arrive toujours, hein. Alors, il y a un Ah, point... Oh, pardon, excusez-moi. non, non, vas-y, vas-y. Non, je disais, il y a un point commun entre le livre d'Hervé et de Henri, c'est que leurs deux enquêteurs ne sont pas du tout policiers. Est-ce que c'était voulu ou pas? Est-ce qu'il y avait un but précis de ne pas avoir un policier qui mène l'enquête? Vas-y, Hervé. Ouais, ben, moi, c'est le cas dans tous mes romans, je crois. Et pour une raison, oui, pour une raison que je connais, c'est que moi, ce qui m'intéresse dans les histoires, c'est que quelque chose d'extraordinaire arrive à quelqu'un. Et un policier, quelque chose d'extraordinaire, c'est son quotidien, en fait. C'est un policier, son métier, c'est de trouver tous les jours des trucs incroyables sur son chemin. Et moi, j'ai envie, enfin jusqu'à présent, c'est comme ça, j'avais plutôt envie de mettre en scène quelqu'un d'ordinaire à qui il arrive quelque chose de complètement dingue. Moi, ma façon de m'identifier au personnage quand j'écris, ça marche comme ça, quoi. Et en tant que lecteur, je suis plus attiré par l'homme de la rue que par le policier, quoi. Donc voilà, c'est la raison. Oui, pour ma part, Gabriel Joly, c'est un journaliste et c'était volontaire, évidemment. J'avais très envie que ce rôle de recherche de la vérité ne soit pas exceptionnellement, et donc d'investigateur, en réalité, ne soit pas dans les mains d'un flic, mais d'un journaliste, parce que je pense qu'on a un gros boulot à faire en ce moment sur ce sujet, à savoir que les gens ont de plus en plus confiance dans des charlatans et de moins en moins dans les journalistes. Et pourtant, journaliste, c'est un vrai métier, derrière lequel il y a une éthique. Et je pense que les réseaux sociaux ont fait beaucoup de mal à ce métier. D'abord pour des raisons financières, c'est-à-dire que l'information étant devenue gratuite, on achète de moins en moins de journaux et de magazines. Et ensuite parce que la diffusion de l'information, entre guillemets, est maintenant squattée par des charlatans sur les réseaux sociaux qui balancent des intox à longueur de journée. Et les gens ont un peu perdu le réflexe de plutôt se tourner vers les professionnels de l'information qui font ça avec passion, qui font ça avec une éthique, qui ont étudié, ça s'étudie, on ne devient pas journaliste du jour au lendemain, c'est un vrai métier, journaliste. Donc j'avais envie de rendre hommage à ce métier et de le replacer justement autour de cette problématique de la vérité. Gabriel Joly, pendant cette Révolution française, il va avoir à cœur de toujours transmettre les faits dans leur plus authenticité, leur plus grande authenticité possible. Il se méfie toujours de la subjectivité des uns et des autres, d'un côté comme de l'autre, hein, aussi bien du côté des révolutionnaires que des contre-révolutionnaires. Et donc, parfois, il lui arrive même de démentir certaines fausses rumeurs de l'époque, puisque
ce qu'on appelle les fake news aujourd'hui, ça existait au XVIIIe siècle. Il y avait des fausses rumeurs qui étaient placardées le matin au Palais Royal sur les murs où on disait les Anglais sont dans Paris, Louis XVI a mis du poison dans le grain, attention, etc. Bon. On va dire que le Palais Royal, c'était le Facebook du XVIIIe siècle. Et donc, pour moi, c'était important. Voilà, j'aurais pu mettre un flic, hein, mais j'avais envie un petit peu de rendre hommage aux journalistes et de rappeler que avant tout, on a eu des très grands journalistes d'investigation, on en a toujours, que ce soit Bob Woodward, Washington Post ou ce genre de types qui ont révélé des grands scandales, mais qui l'ont fait avec beaucoup de rigueur. Et je pense que c'est important de continuer à se renseigner auprès des journalistes et non plus auprès des réseaux sociaux. Ouais. Alors, j'ai envie de dire que le fil rouge de vos 3 romans, c'est un peu la quête de la vérité et aussi la place des femmes, parce que les femmes ont des rôles assez importants dans vos livres. Alors, qui veut en parler? Qui veut se lancer? Vincent, vas-y, Vincent. Je dirais que la place des femmes, j'aurais souhaité les mettre beaucoup plus en lumière, je dirais. Mais le sujet s'y prêtait mal. C'est pour ça que… Elle a un rôle important, la femme, quand même. Oui, voilà. Donc, c'est pour ça que je suis passé par le rôle de la policière en uniforme, donc, qui a un rôle très important, bien entendu. Mais disons que j'aurais souhaité qu'il y ait un personnage principal dès le départ, vous voyez, alors que là, j'ai été obligé de la faire intervenir un petit peu à la fin du premier tiers. Et voilà, parce que de plus en plus, surtout que les lectrices, ce sont des femmes, hein, principalement, hein, qui lisent les thrillers. Et puis voilà, puis ça rend les histoires beaucoup plus intéressantes avec la vision de la femme, tout ça, c'est quand même beaucoup plus intéressant et ça tempère quelquefois certains sujets. Voilà, donc non, bien sûr que c'est toujours inspirant. Hein. Il y a aussi un ours quand même, hein, donc oui, il y a aussi la… Qui est une femelle, C'est une femelle, exactement. Hervé, vous, dans votre roman, les femmes ont une place, j'ai envie de dire, parfois machiavélique. Ah oui, pourquoi pas. C'est ça l'égalité. Hein. Il y a des salauds et puis voilà, il y a de tout. Donc oui, moi je pensais en vous écoutant là, je me disais que dans mes romans, oui, bien sûr, il y a des femmes, il y a des femmes et puis il y a des hommes, et il me semble que dans mes histoires, il y a l'amour. Je crois que c'est un truc ouais, c'est vrai. Qui est présent, qui revient toujours, quoi, qui revient en tout cas. C'est un truc. Après, que les hommes ou que les femmes mènent la danse, en tout cas, j'y prête pas spécialement attention, mais voilà, ça vient comme ça, quoi. Il se trouve que je vis avec une femme qui prend autant de place que moi dans la maison, donc peut-être que ça vient de là. Et vous, Henri, oui, vous mettez en lumière une femme très importante. Oui, Théroigne de Méricourt, qui est on va dire, l'une des ancêtres du mouvement féministe. On connaît beaucoup mieux Olympe de Gouges, sa contemporaine, qui a eu plus le droit à la lumière des projecteurs, mais c'est vrai que voilà, Théroigne de Méricourt est un personnage important. Mais en réalité, dans la série de Gabriel Joly, les femmes sont… J'ai presque envie de dire que c'est le sujet principal, c'est-à-dire que je pense que quand on parle de la Révolution française, on ne peut pas ne pas parler des femmes. D'abord parce que c'est les grandes perdantes de la Révolution. Ça a été ce moment de l'histoire où elles ont tendu la main en disant aux hommes, attention, si vous vous battez pour les droits de l'homme, n'oubliez pas les femmes. On leur a fait des belles promesses au début. Elles étaient très actives dans les débuts de la Révolution. Elles ont participé au cahier de doléances au début des États généraux, etc. Et ça a été les grandes oubliées, c'est-à-dire qu'en réalité, les progrès qu'il y a pu avoir sur la liberté individuelle ont surtout bénéficié aux hommes. Les femmes n'ont pas gagné beaucoup de droits pendant la Révolution française. Donc, c'est évidemment, à travers tout ça, quasiment le sujet principal de la série. Il se trouve qu'en plus, le roman commence avec des meurtres de femmes ou des femmes qui sont maltraitées. Les prostituées à Paris au XVIIIe siècle, c'était une horreur. Hein. Moi, je parle beaucoup, par exemple, de la Salpêtrière, où on envoyait les prostituées, les indigentes, les femmes âgées, un peu sans domicile, etc. Après, soit on les y laissait mourir, soit on les envoyait vers les colonies. Enfin bref, voilà. Oui, le sujet des femmes est extrêmement important dans cette série. Ouais.
Alors, je vais vous poser à chacun une question qui a un rapport avec votre livre. Je vais commencer par Hervé. Combien de temps est-on le produit de son enfance? Toute la vie. Je me la suis vraiment posé la question, hein. Longtemps, longtemps. Après, enfin, je crois que c'est c'est à ça que ça sert de vieillir. C'est se rendre compte qu'on est de toute façon, enfin, à mon sens, toute la vie, le produit de son enfance. Après, c'est à nous de nous en arranger et d'en faire ce qu'on veut, quoi. Mais oui, la réponse à la question, ouais, je la pose dans le livre et je crois que j'y réponds pas, justement. C'est pour ça que je vous la pose. Maintenant, je sais. Voilà. Donc toute la vie, je pense. Mais c'est pas un drame. Non. Vincent, vous, dans votre livre, pour resituer un petit peu, pour qu'on sache, vous mettez dans une randonnée un peu spéciale 2 personnes qui sont diamétralement opposées, avec des comportements qui sont... Quel est le bon geste face à un dément? Est-ce que vous le savez, ça? Je pense que surtout, il ne faut pas rentrer à éviter tout conflit, comme quand on a affaire à un chien. Donc, à mon avis, ne pas le regarder en face et avoir une attitude le plus en accord avec lui-même, avec la personne qui est en opposition. Enfin, c'est ce qui vient naturellement. Maintenant, je n'ai pas demandé à un psychiatre comment réagir vis-à-vis d'un dément. Mais enfin, je pense que quelqu'un qui a, puisque là, mon juge ou une personne qui est confrontée à une situation qu'il ne maîtrise pas, la meilleure des choses, c'est d'éviter de mettre de l'huile sur le feu. Donc, au contraire, d'avoir une position un petit peu de soumission, d'être en accord pour être un petit peu, c'est ce que l'on dit d'ailleurs, quand une personne se fait enlever par quelqu'un, c'est une situation qui vous échappe. Donc, c'est de donner un petit peu sentiment de sécurité à la personne qui semble justement en manquer totalement de bon sens, quoi, hein. J'ai été Je sympa pense. parce que j'aurais pu vous poser la question, que faut-il faire face à un ours? Parce que tout le monde dit qu'il faut Oui, rester immobile et s'allonger. Je ne tout à suis pas fait. certaine. Mais Mais bon, il faut avoir le réflexe mais c'est ça, tout à fait. Et éventuellement de cacher sa nuque. Voilà. Mais ouais, 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 je suis je pas ne sais sûre. pas s'il y en a beaucoup qui ont échappé à la mort comme ça. Enfin, Henri, vous, est-ce qu'un mystère est vraiment une vérité qu'on ignore pour vous? Oui. J'essaye de me rappeler à quel moment j'ai pu dire ça dans le livre. Ah, mais vous l'avez dit. Oui, 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 j'ai dit oui, oui, bien sûr. Bah, évidemment, les grandes énigmes d'hier ont souvent été résolues par la science et je pense qu'il y a même parfois une quête de fantastique quand on est face à l'inconnu, alors qu'en réalité, parfois, certaines choses peuvent s'expliquer plus tard. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Là, par exemple, en ce moment, vous avez vu là ces extraordinaires monolithes qui apparaissent à plein d'endroits sur la ouais. planète. C'est génial, hein. Ça nous fait tous rêver. Bon, mais je vous promets que dans 6 mois, on aura la réponse et malheureusement, ça sera beaucoup plus décevant que celle que nous proposait Arthur C. Clarke dans 2001 de l'Odyssée de l'espace, quoi. Et alors, la dernière question globale, là, générale, vous trouvez votre source d'inspiration où? En lisant les journaux, en regardant un film, en regardant vos voisins, vos enfants, vos compagnes, comment ça se passe? Alors, il La y a une boutique dans le 5e arrondissement où on va tous les 3. Et on a une carte d'adhérents et on leur dit bonjour, je viens chercher une idée pour un roman. Et en général, voilà, ça coûte entre 50 et 60 euros. Ça dépend les bonnes idées. Voilà. Ouais. Non, c'est pas, tu fais pas comme ça, Hervé? Ah, je lui dois 10 euros, moi, donc Oui. Non, mais vous l'alimentez comment, votre source d'inspiration? Je pense qu'on en a tous. Oui, Voilà. ça c'est sûr. Toutes les nuits on rêve, toutes les nuits on fait des rêves, certains s'en souviennent plus ou moins. Je pense que l'imagination, c'est l'une des choses les plus universellement partagées. Le travail d'un écrivain, c'est pas d'avoir de l'imagination pour moi, c'est de savoir la travailler et savoir l'utiliser. Voilà, quand on a une bonne idée, après il faut savoir la transmettre et en faire un roman. Mais en réalité, l'imagination, tout le monde en a. Si vous saviez, je ne sais pas si Hervé et Vincent font comme moi de temps en temps des ateliers d'écriture. Alors moi, ce que j'adore, c'est quand je fais des ateliers dans les EHPAD. Si vous saviez, vous avez 50 petits vieux
Les 50, ils viennent vous voir à la fin, ils vous disent « Alors, monsieur Levenbruck, moi, ma vie, vous pourriez en faire un roman. Je vais vous raconter ma vie. » Voilà. Donc, voilà. Ouais, tout le monde, c'est vrai. Oui, Non, oui. mais il y a pas des choses précises, non? Bah, Ben, moi, j'ai un petit truc, enfin, c'est pas. Moi, je sais qu'il y a quelque chose qui m'a nourri vraiment, même si je m'en sers pas dans mes romans, mais je pense que ça m'a ouvert à plein d'histoires. C'est que j'ai travaillé dans la restauration pendant 15 ans. Donc, pendant 15 ans, j'ai été derrière un comptoir, à servir des gens et à entendre des milliers, donc à parler à des milliers de personnes. J'ai entendu des milliers de conversations. Le pire comme le meilleur, enfin vraiment de tout, quoi. Et je pense, enfin, j'ai fait ce métier-là pour ça, parce que c'est ça qui m'attirait là-dedans, le contact avec les gens et être au cœur de la vie des gens, quoi. Enfin, d'un morceau de leur vie en tout cas. Et je crois vraiment que ça m'a nourri, quoi. Pourtant, je le répète, hein, je raconte dans mes romans aucune de ces histoires que j'ai entendues, hein, mais je crois que ça m'a développé un truc, quoi. Et en tout cas, ça, ça m'a rapproché de l'humain, quoi. Ça, oui. Et j'ai l'impression de connaître des milliers de personnes à travers ça. Mm. Mais moi, je pense que, comme Henri, que tout le monde, en fin de compte, a une histoire, a des histoires, veut raconter. Et en définitive, après, ce qui leur manque, c'est un petit peu le travail, parce qu'en fin de compte, c'est se mettre dans la feuille blanche et commencer à travailler sur cette idée-là. C'est un peu comme le tricot. Au départ, on a une idée, puis au fur et à mesure, on fait évoluer cette histoire-là. Et ça, c'est quand même du travail. Et tout le monde n'a peut-être pas, tout le monde a l'imagination, mais tout le monde n'a peut-être pas il y a un manque de volonté quelque part. Parce que je présume que ce soit Hervé ou Henri, quand on commence une histoire, quelquefois elle évolue et pas dans le sens qu'on avait décidé au départ. Parce que c'est Alors ta moi, propre. ça c'est plus vrai avec le tricot en ce qui me concerne. J'ai pas trouvé une autre image là, hein. J'étais en train de vouloir. Et donc, c'est la première Tu chose vois, qui m'est venue à l'esprit. tu vois, parfois je me dis tiens, je vais faire un petit bonnet en laine Ouais, bah, et à la fin Et j'ai tu as deux une petits chaussette. chaussons. Mais toi, tu as deux Voilà, petits c'est chaussons pour le ouais, bébé. voilà. Ça. Donc là, vous avez la preuve vivante que les auteurs de polar sont très drôles. Parce que souvent, on dit que les auteurs de polar sont pas drôles, mais là, on en a la preuve vivante. D'ailleurs, messieurs, avant d'écrire des polars, qu'est-ce que vous faisiez? Vous avez toujours écrit ou alors, Vincent, vous aviez un autre métier. Quand est-ce que vous avez su qu'il fallait devenir auteur Bon, devenir, bon, je sais non, pas le bon mot, mais, j'ai toujours écrit, mais je suis quelqu'un de très prudent. Et comme on m'avait toujours dit que de toute façon, l'écriture, on n'arrivait pas à gagner sa vie, disons que j'écrivais et que je stockais. Donc, j'ai beaucoup de manuscrits. Et en fin de compte, j'ai été cadre à la sécurité sociale. Je me suis occupé de formation, d'informatique, les bases de données plus spécialement, donc sur les gros systèmes, hein, ça m'a passionné aussi, hein, je dois le dire, hein. Non, ne rigolez pas, c'est très d'accord. passionnant. Ça sort. Surtout, ça sort. Et, et donc, voilà, après, je me suis arrêté et j'ai donné beaucoup de formations. Et quand j'ai eu le temps, j'ai repris mes manuscrits et j'ai dit, c'est le moment peut-être de mettre tout ça au propre et de voir un petit peu si je trouve un éditeur. Voilà, donc mon parcours, il est là. Au départ, la stabilité, la passion, mais la sécurité. Prudent, quoi. Et Hervé, comment on passe d'un comptoir à des manuscrits? en même temps, enfin, j'ai écrit un premier roman quand j'avais 20 ans. J'ai fait une fac de lettres avant. Et donc, j'ai écrit un premier roman qui n'a pas été publié. J'en ai écrit un deuxième quand j'avais 25 ans, que j'ai envoyé à personne. Là-dessus, j'ai acheté un bar. Là, j'ai beaucoup moins écrit, j'ai beaucoup moins lu aussi. Tout ça, ça a duré 10 ans en fait. J'ai acheté un bar, puis un deuxième, puis un troisième. Et ce qui a accéléré les choses, c'est que j'ai écrit un nouveau roman qui a été publié. Enfin là, que j'ai envoyé à plein d'éditeurs, qui a été publié. Et alors là, je me suis mis à écrire beaucoup plus, quoi. Ça m'a super motivé.
Et ce qui m'a aidé à ne plus faire qu'écrire, c'est qu'avec ma 3e affaire, j'ai fait faillite. Donc voilà, c'est une aide un peu curieuse, mais j'avais plus le choix. Donc j'ai arrêté ça et j'ai été employé ensuite dans une librairie pendant 5 ans à Paris. Et puis j'ai arrêté il y a 2 ans là et je fais plus qu'écrire. Ça fait 2 ans. Voilà. Henri, vous? Moi, j'ai toujours écrit, j'ai toujours voulu être écrivain, j'ai fait des études pour être écrivain. Voilà, donc au début, j'ai publié mon premier roman à 25 ans. Ouais, c'est ça, 25 ans. Et au début, j'en vivais pas, donc j'ai été prof et journaliste au début de ma carrière, prof d'anglais et puis journaliste plutôt dans les littératures de genre, science-fiction, fantastique, thriller, polar, etc. Et puis à partir du 3e ou 4e roman, j'ai commencé à pouvoir en vivre, donc j'ai tout arrêté. Donc ça fait maintenant 20 ans que je suis écrivain à plein temps, quoi. Voilà. C'est plutôt pas mal. Est-ce que ça a changé votre façon de lire, justement, d'écrire? Est-ce que ça a changé votre façon de lire vos confrères? Quand vous lisez un polar, est-ce que vous avez la même lecture Bien qu'avant? sûr, malheureusement, oui. Ouais. C'est ce que je dis aussi pour la musique. Moi, je suis musicien et plus on connaît la musique, moins, malheureusement, plus on l'écoute de manière analytique et moins instinctive. Et c'est vrai pour la lecture. C'est-à-dire que, alors, il y a des moments, des livres, je ne sais pas si c'est pareil pour Hervé et Vincent, mais il y a des moments où je me laisse emporter et j'oublie le côté professionnel. Mais malheureusement, oui, ça m'arrive trop souvent dans un livre de m'arrêter en me disant waouh, ça c'est super, il faut que je réfléchisse comment il a fait, etc. Ah, moi, j'ai un souvenir de fac de lettres où on avait, avec un pote, on avait demandé à un prof, on avait dit quand même, vous trouvez pas qu'on perd quelque chose à analyser les textes à force, on perd la magie, quoi. Et je me souviens très bien que ce prof nous avait répondu, ça, c'est pour un petit texte. Un grand texte, la magie, elle est toujours là. Et il avait cité Baudelaire. Il avait dit, Baudelaire, vous pourrez le décortiquer dans tous les sens, d'accord, vous trouverez des choses, etc. Mais la magie, elle sera encore là. Et je suis assez de son avis, quoi. Enfin, en tout cas, j'ai toujours un peu ce truc-là en tête. Et moi, il me semble que je suis plus innocent que toi, Henri, en tant que lecteur. Il me semble que je suis encore, que j'arrive encore à me laisser emporter. Enfin, bon. Moi, moi, je dirais que c'est un mélange des deux. Hein. Disons qu'une fois qu'on connaît un peu les techniques, on devient de plus en plus critique. Mais quand on tombe sur un bon livre, là, il faut avouer que, comme il vient de dire Hervé, on se laisse emporter, point barre, comme tout le monde. C'est ce qui est normal. Mais c'est quand vraiment le livre est très, très bon, bien sûr. Je vois que Frédéric est revenu, donc je pense qu'il doit y avoir des Je suis revenue, je suis passionnée, mais je vois les questions qui s'entassent, qui s'accumulent et tout ça. Alors, je me suis dit, il faut quand même que je revienne. Tiens, d'ailleurs, quelque chose qui concerne tous les trois. Est-ce que vous avez la fin de vos ouvrages en les commençant? Souvent, oui, mais quelquefois, ça change. Quelquefois, à la fin s'améliore, disons. Ah ouais. Moi, ça dépend des romans. J'ai parfois eu... Enfin, dans la plupart des cas, j'avais la fin au moment où j'ai commencé, mais j'avais pas le milieu. Mais j'ai aussi fait 2 fois un roman sans avoir du tout la fin et en me disant on verra. Bon, non, ouais, un peu tout. Alors moi, j'ai la fin, je suis un gros névrosé de la structure narrative. Du coup, sans la fin de mon livre, je suis incapable de l'écrire. Donc oui, j'ai la fin, j'ai des plans très, très détaillés du début à la fin. Je passe plus de temps à construire mes livres qu'à les écrire, moi. Ce qui n'est pas forcément une qualité, d'ailleurs. Mais je me rappelle d'avoir discuté, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet auteur extraordinaire qui s'appelait Stéphane Vull. Vous vous rappelez de Stéphane Vull, qui était un grand auteur. Il avait écrit des romans de science-fiction dans les années 50-60, grand écrivain français, notamment. Et lui, il commençait un roman, il n'avait que la première phrase. Et il m'expliquait que voilà, il entendait une phrase et cette première phrase lui inspirait le roman. J'ai toujours été admiratif, j'en suis totalement incapable en ce qui me concerne.
Moi, j'en ai fait. Vous avez compris, Henri, il a le nombre de lecteurs qui vont lire le livre, il a tout au départ. Le nombre de pages, le nombre de lignes. Et leur adresse IP. C'est ça, exactement. En tout cas, il y a beaucoup en dehors des questions, parce que je vais poser que les questions et je ne vais pas lire tous les messages, mais il y a beaucoup de remerciements pour cette soirée. Il y a beaucoup de messages qui disent « Je suis venue pour un auteur ou pour 2 auteurs et je suis en train d'en découvrir 2 autres » ou un autre, enfin ça dépend combien d'auteurs ils connaissaient sur ceux qui sont là. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et ils peuvent aussi découvrir Frédéric de Gelt maintenant. Oui, non, mais ça sera dans un autre temps. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, hors émission, je n'irai jamais dans le polar. Je chope comme ça une remarque sur le loup des Cordeliers. Il y a beaucoup de réflexions qui parlent de notre société actuelle. C'est très intéressant parce qu'elles viennent aussi du pirate qui a un œil très aiguisé. La vérité est aussi un des points communs entre les ouvrages. Alors, on a un connaisseur là. Voilà. Avez-vous la fin de vos ouvrages? Donc là, on était dans l'exemple, parce que je vous donne aussi les questions qui sont aussi sur… alors, pourquoi les auteurs de polar ne seraient pas drôles? C'est quoi cet a priori? C'est parce que souvent, on nous dit que les auteurs de polar ne sont pas drôles. C'est un a priori que nous avons chopé comme ça dans le… En librairie, voilà, j'ai tout entendu, moi, ça. Vous avez parlé de l'inspiration tout à l'heure et là, on vous demande, Virginie voudrait savoir si vous vous inspirez des séries TV ou des films, parce que vous n'avez pas parlé de cette inspiration-là particulièrement. Pas pour les histoires, mais je dirais que pour le rythme. Pour le rythme, parce que maintenant, les gens sont quand même habitués aux séries et donc il y a un rythme, il y a une façon de narrer une histoire. Et donc, à mon avis, même sans le vouloir, je pense qu'au niveau de l'écriture, on prend un rythme peut-être qui se rapproche un petit peu des séries. Enfin, pour moi, personnellement, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup étudié dans l'audiovisuel et je pense que pour ma façon d'écrire, c'est beaucoup inspiré de scénarios, de la construction de séries, de choses de ce type. C'est à double sens d'ailleurs, parce que je vous raconte une anecdote rigolote. On ne reçoit pas beaucoup de messages d'insultes quand on a de la chance quand on fait ce métier, mais ça arrive. Et j'en ai reçu un la semaine dernière. Un type qui m'a insulté. Il a dit ouais, j'en ai marre des romans comme ça avec marqué à suivre à la fin. La littérature, c'est pas Netflix. Je lirai plus jamais vos livres, connard. Voilà. Alors je lui ai répondu, mais vous savez que c'est un roman feuilleton et que le roman feuilleton, ça date d'un petit peu plus longtemps en arrière que Netflix en réalité. C'est-à-dire que je pense qu'en réalité, la série télévisée s'est beaucoup inspirée de l'histoire de la littérature et justement cet esprit feuilletonnant, par exemple, qui est ce rendez-vous que les gens ne veulent pas manquer, il vient de la littérature. Il y a une époque où on attendait devant les kiosques la suite des aventures de Rocambole. Hein. Mais j'ai exactement la même réponse que Vincent. Je pense que le cinéma et la télévision nous ont beaucoup fait évoluer sur le rythme des histoires qu'on raconte. Ouais. Hervé, vous pensez la même chose? Bah oui, exactement. Ouais. Est-ce que vous pouvez d'ailleurs préciser, parce qu'on parle de rythme, mais qu'est-ce que ça voudrait dire pour vous que ça a fait évoluer votre rythme? Ça se traduit comment avec des mots? En ce qui me concerne, multiplication des points de vue narratifs, c'est-à-dire des scènes probablement plus courtes que ce qu'on faisait il y a 30 ans, avec plus de points de vue narratifs. Et donc, voilà, on est aussi, attention, hein, c'est pas que la littérature, le cinéma aussi. Vous regardez un film de 2020, pardon, et un film de 1970, les plans d'un film de 1970 peuvent durer 30 secondes, 40 secondes, voire 1 minute. Les plans d'un film de 2020 dépassent rarement 3 secondes, quoi. Ce n'est pas que la littérature. On est habitué à un rythme narratif de plus en plus saccadé, de plus en plus rapide. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que vous pensez qu'un jour, les polars et les thrillers feront partie intégrante du programme littéraire scolaire, au même titre que la littérature plus classique, nous demande Audrey? Je ne le souhaite à personne, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand même, ça nous emmerdait les livres qui étaient au programme. Donc, moi, mon pire cauchemar, c'est qu'un de mes romans finisse au programme scolaire, quand même. Alors, moi, je n'ai pas du tout d'avis là-dessus. Non, non plus.
Alors, il y a, alors je ne vois pas le prénom, c'est un pseudo. Je ne peux pas ne pas vous poser la question, Monsieur Lovenbruck, si jamais vous voyez cette question, faut-il renoncer à une deuxième saison de Sérum? Quelque part, j'attends encore de savoir ce qui pourrait arriver à ces personnages. Est-ce que tu peux lui tirer la langue de ma part, Frédéric? Voilà, c'est fait. Non, mais je suis méchant. Maintenant... Non, mais oui, ça va venir. Mais malheureusement, comme je l'explique à chaque fois, c'est indépendant de ma volonté. Il y a une histoire de droit sur cette série qui a été très compliquée, d'audiovisuel, de machin, de trucs. Ça viendra. Mais en attendant, il y a plein de choses à faire. Vous pouvez lire mes autres romans, ou les romans de Vincent, ou les romans d'Hervé. Mais promis, voilà. Ça viendra. Promis. Il y a Martine à la plage aussi. Et, ouais. Alors, pour continuer avec cette idée-là d'ailleurs, est-ce que vos romans ont eu des demandes d'adaptation ou sont en demande d'adaptation? Moi, il y avait une demande, mais je ne sais pas ce que ça a donné avec la Covid. Effectivement, il y avait une demande auprès de Robert Laffont. Je ne sais pas où on en est. Moi, c'est Nous rêvions juste de liberté qui est en cours d'adaptation au cinéma. J'irai tuer pour vous qui est au tout début d'une adaptation télévisuelle. Voilà. Super. Ouais, moi, participe Pardon, je participe de loin, plus comme conseil, et amicalement, parce que je m'entends très très bien avec le scénariste et le réalisateur pour Nous rêvions juste de liberté. Donc, ils me font lire la V1, la V2, la V3, je leur donne mon avis, etc. Et pour J'irai tuer pour vous, je pense que je vais avoir une participation, je vais m'impliquer davantage, je vais essayer de participer au scénario. On est en cours de discussion. D'accord. Et Hervé, en tant qu'acteur, non? En tant qu'acteur mais ça, c'est un autre volet de ma carrière. Oui, c'est pour ça d'ailleurs. Hein. Ça suscite ces questions. Il y a eu tellement de choses avant. J'aimerais qu'on ne mélange pas tout. Je dois répondre à une autre interview tout à l'heure, donc ça va m'embrouiller. Ah oui, avec Robert. Non, de haute vidéo. Sauf a eu une demande d'adaptation ou pas? Ouais, ben, Sauf a été acheté cet été par France Télévisions pour en faire une série. Et c'est donc en cours de développement. Après, je demande à tout le monde de croiser les doigts avec moi pour que ça aille au bout. Ce qui est sûr, c'est que ça commence toujours comme ça. Voilà, donc là, on en est là. Et sinon, mon roman précédent, c'était Ce qu'il nous faut, c'est un mort, avait été acheté par une production dans le but d'en faire une série aussi. Et ça, par contre, on a eu la réponse. Au final, ça ne s'est pas fait. Et voilà, les droits sont à nouveau libres. Mais actuellement, là, le truc qui est sur le feu, c'est Sauf. Et Frédéric, est-ce que les gens boivent? Parce qu'on est quand même à un apéro, là. Est-ce que les gens boivent, les lecteurs, là? Ils sont en train de boire ou pas? Oui. Et mon verre est vide. Ah oui, voilà. Alors, il y en a un, justement, au début, qui disait que, personnellement, il était sur un très bon Margot 2008. Oui, on boit. Voilà. Oui, on boit, dit Angélique. Oui, alors, Angélique, est-ce qu'elle pourrait revenir au lieu de boire? Oui, Angélique, est-ce qu'elle pourrait revenir? Voilà. Bah oui, on boit de la bière. Angélique, il faudrait revenir parce qu'il y a une question, c'est pourquoi avoir choisi ces 3 auteurs? Et là, on voit Angélique. Angélique, elle est ivre morte. Elle revient, tu sais, voilà. avec et en fait, elle n'en sait rien. Elle les avait sous la main et c'est pour ça qu'on les a choisis. Non, c'est pas ça. Je dis que des bêtises. Alors, oui, pourquoi avoir choisi ces 3 auteurs? Du coup, on trouvait qu'ils étaient tous les 3 ils avaient tous les 3 des univers extrêmement singuliers. Et que du coup, il permettait d'illustrer 3 veines de la littérature noire, 3 veines très distinctes de la littérature noire, sachant que le point commun qu'on pouvait évidemment trouver sur ces romans avait trait à des questions assez fondamentales sur la recherche de la vérité, certaines zones d'ombre de la nature humaine, etc. Mais c'était surtout pour avoir la chance d'explorer 3 univers très singuliers. C'est surtout parce que c'était un apéro et ils se sont dit, il y en a 3 qui ont des bonnes têtes de pochetron. on va les inviter à un apéro, ils vont dire oui. Ouais, c'est ça. Ah, mais il y a quand même un lien. Hein. Il y a quand même Thérèse qui fait un lien et qui dit, je n'ai pas encore lu Vincent,
j'ai découvert Hervé Comer avec Imagine le reste et je me suis dit que ces personnages pourraient être des amis de Bohème, du fabuleux Nous rêvions juste de liberté d'Henri Lovenbroek. Donc, vous voyez, les lecteurs trouvent des liens entre vous. Et ça va être la dernière question pour vous trois. Il faudrait un petit conseil à mettre sous le sapin, un conseil lecture, une dernière lecture qui vous a touché, dévasté, frappé. 5 doigts sous la neige de Jacques Sausset. C'est clair, c'est simple, c'est rapide. 5 doigts sous la neige, Jacques Sausset. Parfait. Moi, c'est un document, c'est pas un roman. Ça s'appelle Le Motel du Voyeur. C'est américain. Je crois que le journaliste s'appelle Guy Tallez, T-A-L-E-S-E. Le Motel du Voyeur. C'est incroyable. C'est pas pour un enfant, mais ouais, c'est incroyable. Et moi, je dirais L'empathie d'Antoine Renan, qui est chez Pocket d'ailleurs. Tout à fait. Et, okay. On remettra vos 3 choix sous la vidéo, comme ça, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de noter. Et du coup, en tant que petit paquet sous le sapin, j'interviens juste 2 secondes. On peut penser aussi au recueil Très à table, publié par Pocket, mais là, c'est pas pour être corporate, c'est juste parce que ce recueil rassemble des nouvelles d'auteurs phares de la littérature contemporaine française et surtout, un livre acheté pour 5 € égale 4 repas distribués au Resto du Cœur. Donc, pour le coup, on se fait plaisir en lisant de la très bonne littérature et en plus, on fait une bonne action. Eh ben, d'ailleurs, Angélique, je me permets, moi aussi, je vais faire le corpo, mais il y a aussi Lettre à ce prof qui a changé ma vie. Tout à fait. Le recueil auquel j'ai participé chez Pocket, qui est à l'initiative de Robert Laffont, je crois, et de Pocket, qui est un recueil de 40 textes écrits par des écrivains en hommage à Samuel Paty, dont les bénéfices vont être reversés à Bibliothèques sans frontières. Je n'ai pas lu les 40, mais j'en ai lu une bonne vingtaine déjà. J'en ai écrit un sur les 40, et il y a des texte absolument magnifique, mais c'est surtout que je pense à un bon moment, effectivement, Noël, pour faire ce cadeau. Hein, Angélique? Je suis complètement d'accord. Oui, c'est toujours très bien les ouvrages collectifs parce qu'il y a des auteurs qu'on connaît, puis plein d'auteurs qu'on ne connaît pas et qu'on découvre, et après on a envie de lire toute leur œuvre. Donc je te laisse la parole, Nathalie, pour j'ai mes conseils pour les cadeaux sous le sapin. Donc il y a Le Loup des Cordeliers de Henri Lovenbroek. D'ailleurs, il a une actualité, il y a la suite. Donc est-ce qu'on peut donner le titre de la suite, Henri? Le mystère de la main rouge, ouais, c'est ça. Ça, les gens arrêteront de vous insulter et de râler ou de balancer les livres contre les murs comme moi. Ensuite, Hervé Comer, donc Sauf, et l'actualité, c'est Regarde, c'est au Fleuve Noir, si je ne me trompe pas, depuis mars 2020. Et le dernier conseil, donc c'est pour un seul roman, donc c'est le premier roman de Vincent. Il a eu un prix, le Grand Prix des enquêteurs. Voilà, donc ça, c'est mes conseils. Donc, ils sont sur les tables de toutes les librairies, de nos 3 librairies partenaires, celle de Bayonne, celle de Brest et celle de Lyon, donc Irigoyen, Un Petit Noir et librairie Dialogue. Demain, avant de vous donner le mot de la fin, demain, on se retrouve à 19h avec un autre univers. On retrouvera Muriel Barbery pour Une rose seule chez Actes Sud. Mesdames, pardon Frédéric, je vais vous remercier encore une fois d'avoir été avec moi ce soir. Je ne sais pas pourquoi on me demande toujours d'animer les apéros polars. Est-ce qu'il y a un rapport avec mon alcoolisme? Je ne sais pas. Ma compétence sur avec le polar plutôt. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci Angélique de ta présence. Messieurs, merci à vous. Une bonne trajectoire à vos romans, voilà, les 3 romans de chez Pocket. Et je vous souhaite une belle soirée.